Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous le voyez, plateau extrêmement rempli aujourd'hui parce que oui, il va y avoir de l'actu. Et d'abord, il a les étoiles plein les yeux. À 18 ans à peine, Thabo Mbaloua fait briller l'astronomie. Génération Talent, ce sera à suivre. Puis celui qui a une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est forcément Guillaume Gralet du magazine Le Point. Guillaume, on restera justement sur le continent africain parce que la tech, le numérique en Afrique, oui, ça le vend en poupe. Oui, vous allez voir, il y a énormément de surprises d'entrepreneurs qui, moi, m'ont bluffé. Et bon, on sera bluffé évidemment avec toi aussi. Allez, il donne du fil à retordre aux boomers, s'engage pour sauver la planète ou promouvoir une société plus juste à coup de manifestations. Mais qui sont vraiment ces Greta Thunberg du quotidien? On enquête sur les générations Y et Z avec nos invités Florent Manelli. Florent, vous êtes le co-auteur de Le Feu ou Rien chez Mango Édition qui paraît juste cette semaine. Et Flora Gebali, Flora, auteur là aussi de Ma génération va changer le monde. C'était il y a un an à peine et beaucoup de chemin parcouru par ce livre depuis. Et puis créatrice aussi du podcast Blablabla qui vient juste de débarquer sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et Génération Talent qui nous emmène en Afrique du Sud aujourd'hui avec Thabo Mbaloua qui a suivi le soleil littéralement pendant 5 mois grâce à une machine qu'il a inventée lui-même. Ses travaux le font briller sur la scène internationale, bien sûr. Édouard Degnaud vous en dit plus. Son invention va peut-être révolutionner l'astronomie. Thabo Mbaloua est un jeune scientifique sud-africain de 18 ans. Il a participé virtuellement à la Taiwan Intel Science Fair en 2021. C'est sa victoire à l'Escom Expo, un concours de jeunes scientifiques en Afrique du Sud, qui lui a permis de participer à ce concours international. Le jeune garçon a présenté un projet appelé Sunprints in the Sky et il a impressionné le jury par son ingéniosité, la solidité de ses connaissances et la maîtrise de la méthodologie. Son projet étudie la trajectoire du Soleil par rapport à 3 étoiles spécifiques sur une période de 5 mois. Le tout en utilisant un appareil d'observation qu'il a lui-même conçu au lieu d'un équipement traditionnel beaucoup plus coûteux. Thabo Mbaloua a déclaré qu'il n'avait pas les moyens pour s'acheter un appareil d'observation classique. La seule alternative pour lui, afin de participer au concours, était donc de concevoir le sien. Son invention lui a permis de remporter le 3e prix dans la catégorie astrophysique. Le jeune scientifique ne s'attendait pas à gagner un prix dans un tel concours, car selon lui, la compétition est très difficile et les normes internationales sont très élevées. Il fait désormais la fierté de son pays et notamment du directeur de l'Escom Expo. Parthiv Shetty a déclaré qu'ils étaient très fiers que Thabo ait ramené un prix pour l'Afrique du Sud. Et ces ados incroyables tout autour du globe qui ont des idées évidemment. Florent, Flora, qu'est-ce qui fait la différence pour cette génération? C'est peut-être le fait de ne pas demander la permission finalement pour pouvoir innover, pour avoir des idées? Je crois que c'est surtout l'accès à Internet parce que en fait, sans Internet, je pense qu'il n'aurait pas réussi à faire ça et à trouver toutes les informations. Et il y a un sujet qu'on oublie souvent, c'est qu'avec Internet, on touche quand même à l'utopie en termes de savoir. On a tous accès à tout, à condition de s'autoriser à aller chercher les bonnes ressources. Et c'est ce qui nous montre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est une génération d'entrepreneurs, d'innovateurs, parce qu'on a accès à des ressources utopiques. La connectivité et les ressources, c'est les 2 ingrédients premiers pour pouvoir innover quand on a 18 ans? Je crois, et puis c'est surtout la détermination. Je pense que ce jeune garçon, il avait très envie et rêvait vraiment de faire ça. Et il y a une passion qui l'anime profondément. Et une envie aussi de changer ce qui semblait être une fatalité pour lui. Je crois vraiment que c'est aussi un ingrédient supplémentaire. Allez, oser changer, surtout la fatalité, comme vous le dites si bien, Florent. On y revient évidemment tout au long de cette émission parce qu'on va dresser le portrait de 2 générations tout de suite. Et on va démarrer d'ailleurs avec un point de définition. Tiens, parce que si vous n'êtes pas né entre 1997 et 2010, on va peut-être vous donner un cours de rattrapage. Après la génération Y, prononcée Y, en quête de sens, bienvenue à la génération Z. Ces enfants de la dernière lettre de l'alphabet, mais qui comptent bien être les premiers et surtout passer à l'action. D'abord, Flora, est-ce qu'il faut continuer à dater
avec des lettres, de l'alphabet, les générations en fonction de leur âge. Est-ce que c'est encore un critère pertinent aujourd'hui ? Je ne sais pas si le choix des lettres était le bon critère, surtout que là, on en est au Z. Donc, avec le réchauffement climatique et l'urgence dans laquelle on est, c'est quand même un peu angoissant de se dire qu'on a fini l'alphabet et qu'en même temps, on arrive vers des urgences qui vont être dramatiques pour l'humanité. Après, est-ce que c'est important de dater les générations ? Je crois que oui, parce que, en tout cas, concernant les générations Y, les générations Z, il y a quand même eu des révolutions. On parlait d'Internet à l'instant, qui sont d'une ampleur inédite dans l'histoire de l'humanité. Et donc, je pense que c'est important quand on a grandi, par exemple, avec Internet. On n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes normes de référence que les générations au-dessus. Et on a aussi, là, on le voit, une conscience de l'urgence climatique qui est beaucoup plus développée. D'ailleurs, on voit chez les enfants, je ne sais pas si on les a nommés, les enfants d'aujourd'hui, comment on peut les nommer après Z, mais quelqu'un va inventer, j'attends... Il me semble que c'est comme les variants Covid désormais, on va appeler ça la génération Alpha. Ah, Alpha, je croyais les Delta. Non. On espère pas arriver jusque-là. On voit qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété chez les enfants parce que les enfants, à l'inverse des adultes, ils ont beaucoup moins de filtres, ils sont beaucoup plus premier degré. Et donc, quand ils voient dans les news, la semaine dernière, il y avait le rapport du GIEC qui sortait, qui avait écrit dans les infos attention, urgence climatique, c'est la fin du monde. Et ça, quand on n'a pas tous les filtres étranges que les adultes ont, on se rend compte de l'urgence et de l'ampleur des sujets. Et donc, on a une forme d'éco-anxiété qui est inexistante chez les générations d'au-dessus, en tout cas dans la norme. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de pouvoir nommer les générations parce que ça a beaucoup plus de signification derrière. Et donc, d'un point de vue identitaire, mais alors dans le sens normal du terme, en fait, parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser ce mot. Moi, je trouve qu'il peut être pertinent. On va y revenir. C'est intéressant de pouvoir forger des identités plurielles dans une société et ça évite qu'il y ait un délitement que certains appellent fracture, que certains appellent archipel. Voilà. Et justement, donc, ça continue à être pertinent, en tout cas pour vous, Flora. Florent, ces deux générations, YZ, vous les avez décryptées, vous les avez observées, vous nous aidez justement à y voir plus clair dans Le Feu ou Rien, votre livre chez Mango Éditions. Est-ce que le fait de pouvoir quasiment les dater au carbone 14, réflexion de boomer, mais c'est surtout pour donner des repères aux générations précédentes ? Ça rassure les autres de mieux les identifier ? Peut-être, ça rassure. En tout cas, c'était très difficile de répondre à cette question. Même nous, quand on se l'est posé avec Laura Jane, quand on a écrit le livre, c'est quoi un jeune, en fait ? En réalité, on peut être jeune à 45 ans, on peut être vieux à 25, tout simplement parce que le temps de la jeunesse... Je m'ai rassuré. D'accord, je suis content d'être venu pour ça, alors. Mais c'est juste que simplement, on vit dans une époque, je crois, où le temps de la jeunesse est complètement différent et beaucoup plus long que celle de nos parents, par exemple, puisque les critères de passage à l'âge adulte, entre guillemets, en tout cas les symboles de passage à l'âge adulte sont complètement chamboulés. L'accès à un emploi stable, l'accès à la propriété, avoir des enfants, se marier, ça a complètement explosé. C'est beaucoup plus en pointillé pour notre génération et c'est beaucoup plus long. Donc on peut avoir des gens qui se disent jeunes et qui sont considérés comme jeunes d'un point de vue, je dirais, presque sociologique, à 45 ans. Donc ces lettres qui enferment, en tout cas ces catégories, elles ont une utilité peut-être sociologique, peut-être marketing, parce qu'il y a des campagnes de com, vraiment on va se dire on va cibler les Gen Z, on va cibler les millennials, etc. Mais je pense que d'un point de vue collectif, la manière dont on appréhende la société, elles ont moins d'utilité, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, comme tu le disais Flora, en fait on est extrêmement divers. C'est-à-dire, c'est quand on dit les générations Z, mais dans la génération Z, il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes très différentes, avec des parcours de vie différents, et des individus qui sont aussi chacun avec leurs individualités propres. Et visiblement, dans la Gen Z, il y a aussi des individus qui ont des idées politiques relativement marquées. Qu'est-ce que l'autre partie de la Gen Z, justement de la génération Z, pense du fait que les jeunes partisans d'Éric Zemmour aient fait une OPA sur le terme, sur le label de génération Z, surtout à un moment où la fracture politique au sein de cette pluralité de jeunes n'a jamais été aussi prononcée, Flora ? Je crois que c'est pas une OPA, c'est surtout un coup de com' politique réussi. Parce que pour le coup, d'un point de vue, quand on a un candidat dont la première lettre est Z et qu'on a envie de mobiliser une génération, on se dit tiens, il y a un truc à jouer. Après, je pense que effectivement, comme le disait Florent, il y a une pluralité totale dans cette génération et j'ai employé le mot d'archipel parce que comme le reste de la société, cette génération est extrêmement archipélisée. Elle est
elle est extrêmement fragmentée, donc on ne peut pas la nommer. Effectivement, on voit dans les précédents sondages que c'est une génération qui vote beaucoup à l'extrême droite quand elle se déplace aux urnes. Moi, je crois qu'elle est en grande majorité dans des idées beaucoup plus progressistes, mais qu'elle n'est pas représentée. Et moi, je reçois, j'ai donc un podcast qui décrypte des questions d'actualité politique qui s'appelle Blablabla. Je reçois plein de messages qui me disent « Mais toi, tu vas voter pour qui ? Tu fais ça pour qu'on aille voter ?» Mais je sais pas, c'est pas le sujet. Après, effectivement, cette génération ne se sent pas représentée. Elle ne sait pas pour qui aller aux urnes. Et donc, ceux qui sont d'extrême droite sont beaucoup mieux représentés, il faut le dire, parce qu'il y a une offre d'extrême droite politique aujourd'hui qui est beaucoup plus satisfaisante, si on adhère à ces idées-là, que tout le reste de l'échiquier politique. Il n'y a pas un candidat de gauche qui passe la barre des... Absolument. Pourquoi tu dis que c'est mieux représenté à l'extrême droite? On sait que l'extrême droite est très forte en France, les partis sont structurés, mais pourquoi les jeunes se retrouvent plus? En tout cas, ceux qui ont envie de s'investir en politique. Je pense que les jeunes d'extrême droite ont des bons candidats pour eux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une offre politique. Il y a Éric Zemmour qui représente plutôt, je pense, les CSP+, les catégories sociales plus favorisées. Il y a Marine Le Pen qui représente les classes sociales moins favorisées. Et donc, ils ont un choix... plus satisfaisant que quand on est à gauche et qu'il n'y a pas de vision qui est portée. Voilà. On l'a vu avec la primaire populaire, on l'a vu toute l'année. Qui a un peu délité justement le sens même de ce choix et de ces idées. En même temps, on le rappelait aussi il y a quelques jours ici dans l'École du Futur, il y a une récente étude de l'Institut Montaigne qui montre une dramatique désaffiliation politique des jeunes, puisque la majorité des 18-25 ans ne se retrouve dans aucun parti politique ou tendance politique, Florent. Oui, et je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que paradoxalement, les candidats d'extrême droite n'ont pas des politiques auprès des jeunes qui est forcément plus développée que d'autres partis politiques. Je pense que ce qui historiquement fait un peu défaut à des partis de gauche, par exemple, c'est qu'ils ont toujours pensé que la jeunesse leur était acquise. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes à gauche qui ont une offre politique et qui ont des projets pour la jeunesse qui ne va pas très loin. La jeunesse, c'est quoi ? Ça commence par l'éducation, ça commence par les études supérieures, c'est comment faire pour que les jeunes trouvent un emploi, pour qu'ils arrivent à se passionner pour leur emploi quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent des jobs en CDI parce qu'ils trouvent plus de sens dans leur boulot. En fait, c'est tout ça, et c'est prendre conscience à quel point la jeunesse est diverse, on l'a dit tout à l'heure, on le répète encore une fois. Et je pense que c'est une fainéantise, à mon sens, des partis de gauche d'avoir pensé que cette catégorie de population leur était acquise. Ceci dit, j'apporte un point de nuance là-dessus. Je pense que les politiques ont beaucoup adressé les jeunes sur les enjeux des jeunes. Donc, par exemple, les APL, qui sont des enjeux évidemment très importants, mais comment on vit sa vie étudiante, comment on accède à la vie professionnelle. C'est une partie des enjeux. Mais moi, je crois que les jeunes, ils sont intéressés à 360 par la vie politique et que c'est pas seulement en leur disant on va augmenter les APL ou deux trois petites mesures qui font plaisir aux étudiants que ça fait la différence. Et aujourd'hui, le problème, c'est le déficit de vision globale sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui et où on va. Et ça, qui porte une vision 2022 des choses. Et ce qui est très intéressant, parce qu'en effet, quand on va élire un prochain président ou une prochaine présidente de la République, on s'engage pour 5 ans, mais ces jeunes électrices et électeurs, ils s'engagent pour plus que 5 ans. Le monde dans lequel ils ont envie de vivre, c'est celui qu'on essaie de décrypter dans cette émission, celui peut-être de 2030, de 2050, et si on a la chance d'aller jusque-là. Quels sont les sujets, quelles sont les causes justement plus big picture qui les mobilisent aujourd'hui, Florent? Clairement, l'environnement, c'est le premier sujet. La lutte contre les discriminations aussi, beaucoup. On dit souvent qu'on est une génération dépolitisée parce qu'effectivement, on s'attache simplement à l'abstention, qui est assez colossale. Je rappelle les chiffres, c'est plus de 80% pour les moins de 30 ans aux élections régionales. C'est impressionnant. Même si je pense que les responsables politiques n'ont pas pris la mesure du sujet, parce que 3 jours après, on avait un débat sur le crop top sur les émissions de télé. Donc ça laisse vraiment un goût amer. Mais on est une génération beaucoup plus politisée qui, justement, sur les questions climat, discrimination, est très informée par Internet, par un tas d'autres sujets, et aussi très active. Moi, quand je vais en manifestation, je vois énormément de jeunes. Et donc, on n'est pas dépolitisés. On n'est pas dépolitisés, c'est faux de dire ça. C'est un engagement qui se traduit différemment, qui veut passer à l'action tout de suite. Bien sûr. Et alors, je rebondis sur 2 choses. La première, c'est que quand il y a eu les marches Black Lives Matter après l'assassinat de George Floyd, j'aurais rêvé d'avoir 10 ans de moins quand j'étais en manif.
Et que je suis pas bien vieille, mais quand je voyais les jeunes de 16, 17 ans, je me disais waouh, là il y a une génération qui est dans la rue. Il y a un phénomène générationnel. Il n'y avait pas ça il y a 10 ans quand moi je manifestais et qu'on était beaucoup moins nombreux. Donc oui, et ça passe autrement, ça passe beaucoup moins par les urnes. En fait, quel candidat porte la question des violences policières, par exemple, en France, qui incarne la question des diversités? Regardez, Assa Traoré, elle est blacklistée de partout. D'ailleurs, ça c'est un sujet, alors qu'elle est l'icône, et je me positionne pas sur le débat, mais elle est l'icône d'une génération et en même temps elle est blacklistée par la génération qui tient le débat politico-médiatique. Donc il y a quand même un clivage. La deuxième chose, c'est que on me dit souvent attention, les jeunes, ce qu'ils veulent avant tout, c'est le pouvoir d'achat, et c'est une génération paradoxe, parce que si ils ont des gros engagements climatiques, ils achètent aussi des t-shirts à 4 € sur Internet. C'est vrai, c'est un paradoxe qui existe, et évidemment qu'il y a un lien avec le pouvoir d'achat, et c'est comme de toute façon toutes ces questions climatiques, on l'a vu avec les gilets jaunes, qui avancent et qui reculent en même temps. Et donc, oui, évidemment que les jeunes sont concernés par les questions de pouvoir d'achat, et évidemment qu'ils ne peuvent pas tout porter sur leur dos, et ça n'existe pas d'être un écolo exemplaire. Et il faut aussi arrêter avec cette injonction de dire attendez, les jeunes, vous êtes écolo. Enfin, moi, on me dit ça toute la journée. Les jeunes, vous êtes écolo, mais vous achetez des trucs sur Amazon. Enfin, moi personnellement c'est pas mon cas, mais ceux qui le font, oui, il y a des paradoxes certains, mais en même temps chacun doit porter sa part. Les jeunes lancent l'alerte, affirment l'urgence, militent, sèchent les coups pour aller dans la rue, agissent. Et puis je pense qu'il faut sortir de cette perfection militante aussi, qu'on essaie de coller à des personnes qui s'engagent et qui essaient de faire du mieux qu'elles peuvent. Souvent des excuses pour... Exactement, pour ne rien faire, quoi. C'est de dire, bon, mais toi tu fais ça, donc t'es pas un bon écolo. Et dans ce cas, on fait rien. On fait rien. Ouais, la perfection n'est pas de ce monde, et surtout pas non plus dans le monde militant. Est-ce que, pour conclure cette première partie d'émission, on peut dire que la radicalité, c'est ce qui colle le mieux finalement à cette génération-là? Le fait de ne pas demander la permission pour passer à l'action, mais surtout le fait de se dire qu'il faut être radical ou pas, sinon on n'arrivera pas justement à faire passer ces idées-là. Alors la radicalité, c'est un vaste sujet, parce que tout dépend où est-ce qu'on met le curseur. Pour mes parents, je suis très radical parce que je suis végétarien. Pour d'autres écolos, je ne le suis pas vraiment, parce que je ne sais pas pour quelle raison. Donc c'est un vrai sujet. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une telle urgence aujourd'hui, il y a un tel rapport au temps, à la multiplication des crises, à leur intensité, qu'elles soient climatiques, politiques, médiatiques, sanitaires, sociales, qu'on se retrouve aujourd'hui face à une temporalité qui est très courte en fait pour agir. Donc forcément, les modes d'action, qui pour la plupart ne sont pas inventés, l'action directe, qu'elle soit violente ou non violente, les die-in, les sit-in, les manifestations, les pétitions, les cagnottes, etc., vont prendre une ampleur qui va être beaucoup plus grande et beaucoup plus grosse au regard de ces crises et de cette temporalité qui est réduite. Et justement, cette crise protéiforme, l'ère des crises dans laquelle nous sommes entrés de plein pied, qu'attendent-ils justement ces jeunes de ce 21e siècle? Comment veulent-ils le façonner? On continue à en parler dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech, parce que nous aussi, on n'est pas un paradoxe près, tiens. Quelles sont les images et les vidéos que chérie Jessica Isenge, digne représentante de la génération Z, a justement sélectionnées pour nous? On regarde tout de suite. Random Amazon gadgets you need. This little device is actually a laser keyboard. When you turn it on, it projects a keyboard that actually works on any surface that you want. Once you connect it, you can type on it just like you would an ordinary keyboard. It connects to your phone, tablet, or any other Bluetooth device, and I love how small and portable it is for working on the go.
喂，你啥车哦？哇！分量小少，可以试试。面对击。La roue tourne et surtout l'heure aussi. On est de retour sur le plateau de l'École du Futur, bien évidemment. Toujours en compagnie de Florent Manelli. Vous êtes le co-auteur de L'Euphorien aux éditions Mango. Et Flora Gebali, vous êtes évidemment l'autrice de Ma génération va changer le monde. Et surtout, la créatrice du podcast Bla Bla Bla, qui là aussi va débusquer les idées reçues, notamment en matière de politique et d'engagement. Mais d'abord, avant de continuer justement notre débat sur cette génération qui vient, je crois que Guillaume Gravier a une idée derrière la tech, me semble-t-il, je crois. Une petite. Je crois. Et cette idée, elle va mettre l'Afrique à l'honneur parce qu'évidemment, l'Afrique, c'est une terre de numérique, mais particulièrement en ce moment avec des levées de fonds records. Oui, en fait, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est quand j'ai regardé les derniers chiffres de Partech Africa. Partech, un fonds d'investissement basé en France, mais présent aux États-Unis et en Afrique, eh bien, c'est que l'Afrique a levé pas moins de 5,2 milliards l'équivalent de dollars l'an dernier, en 2021. Alors, 80% des fonds sont encore levés aux États-Unis, mais on voit quand même une progression de 262% d'une année à l'autre en Afrique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a brisé un plafond de verre qui était autour des levées à 100 millions. Ça a été le cas de 14 transactions l'année dernière contre 8 l'année précédente. On le doit à des endroits assez fabuleux comme iHub, que j'avais visité à Nairobi, qui sont assez enthousiasmants par exemple. Et là aussi, alors pas forcément de surprise sur le fait que les startups qui ont le vent en poupe auprès des investisseurs en Afrique, ce sont forcément celles qui s'appuient sur les besoins et les usages des Africains, notamment les fintech. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un des paradoxes de l'Afrique, c'est-à-dire une très faible bancarisation, si on la compare à celle de l'Europe, mais énormément d'innovation financière. 56% des fonds ont été alloués aux fintech sur ces grandes levées. On voit notamment avec Flutterwave, une entreprise créée par 2 Nigérians. Elle a levé 250 millions de dollars et on voit beaucoup de fintech au Nigeria, en Égypte ou encore en Afrique du Sud. Bon, là aussi, il y a une règle qui est relativement simple en la matière. Pas de connectivité, pas d'entreprise tech. Et on voit quand même que l'écart est en train de se réduire en la matière et que justement l'absence de connectivité n'enlève pas les idées. Oui, c'est-à-dire qu'on a plus 23% en taux de connectivité Internet une fois d'une année à l'autre. C'est beaucoup, mais il y a beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire qu'on voit des inégalités entre les pays, avec des pays plus connectés, comme l'Algérie, l'Égypte, le Maroc ou encore le Ghana. Mais il y a beaucoup de différences à l'intérieur même de ces pays les plus connectés, entre les zones rurales et les zones urbaines. 50% des urbains utilisent Internet en Afrique. Alors, on pousse en ce moment un cocorico quasiment toutes les semaines en France pour glorifier les licornes, ces entreprises non cotées valorisées à 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars. Mais en Afrique aussi, sur ces 12 derniers mois, pas moins de 5 licornes. Oui, il y a donc Flutterwave, on en a parlé, le Nigérian. Il y a Cheaper Cash, par exemple. Il y a encore, c'est un peu ma préférée, Andela. Andela, elle est spécialisée dans la formation des jeunes développeurs, ceux qui vont faire l'Afrique numérique de demain. Sauf qu'il y a quand même encore, là aussi, des fossés à pouvoir résoudre, à pouvoir combler, notamment ceux de la grande inégalité de l'accès à l'éducation entre les femmes et les hommes. Oui, c'est-à-dire que si vous regardez les chiffres, on le voit dans les levées de fonds, dans les entrepreneurs, eh bien, on observe également des inégalités d'accès à l'éducation, puisque 72% des filles de 15 à 24 ans sont alphabètes. C'est 7 points de moins que les garçons. Donc il y a encore cette inégalité très forte. Et c'est un des combats d'une entrepreneuse assez géniale qui est née au Cameroun, qui partage entre le Cameroun et les États-Unis. C'est Rebecca Enonchang, vous pouvez la retrouver sur les réseaux. Vous la connaissez, Marjorie, avec le nom Africa Techie notamment. Africa Techie, en effet. Et puis alors Guillaume, surtout toi, tu avais un coup de cœur à nous partager aujourd'hui, un coup de cœur pour une entrepreneuse, elles sont nombreuses, ces femmes de la tech en Afrique à faire briller justement leur Startup Nation. Judith Okonkwo.
Oui, Nigeria. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a créé IMSI 3D. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle croit dans la réalité virtuelle pour plusieurs raisons. Et l'une d'entre elles, c'est elle est persuadée, et elle a raison, que l'Afrique est extrêmement vaste. Hein, c'est davantage de superficie que l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Et la réalité virtuelle, pour elle, pourra permettre de donner accès à l'éducation dans des zones très reculées. Mon petit souhait, c'est qu'à l'avenir, on continue sur ces levées de fonds, mais que ce soit peut-être des investisseurs africains qui permettent à ces entrepreneurs et ces entrepreneuses de briller dans le monde entier. Et des jeunes innovateurs et innovatrices aussi, parce que ça c'est intéressant, cette cartographie de l'Afrique numérique et de l'Afrique qui innove et qui entreprend. Est-ce que c'est la même chose pour cette génération Z, cette Gen Z, enfin, en tout cas ces jeunes qui... on aurait envie de dire, forcément, sont plus viraux, sont plus globaux au sens mondial du terme. Est-ce que ces idées-là, elles se répandent sur tous les continents, Florent ? Oui, il y a... Alors c'est vrai que quand en vivant en France ou en Occident, on est souvent ramené à certains types de rôles modèles ou certaines figures uniques, mais il y a des rôles modèles partout ailleurs. Donc Internet, évidemment, donne des passerelles dans le monde entier pour diffuser des idées, diffuser des chiffres, diffuser des images aussi. On n'a jamais été autant enseveli d'images qu'aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir son téléphone et de scroller pour comprendre à quel point... voir l'état du monde en quelques coups de pouce, en réalité. Et les jeunes sont hyper connectés, ils sont bien plus connectés que le reste de la population. Donc, et puis, les réseaux sociaux ont accentué ça, évidemment. Mais oui, cette énergie-là aussi, elle se transmet à travers Internet, elle se transmet à travers des rôles modèles et à travers aussi des injustices qu'on peut voir aussi de nos propres yeux, filmés, des assassinats, des forêts en feu, etc. Et qui, en fait, choquent profondément et qui, par ce choc-là, cette crise-là, amène à une pulsion de vie et donc un passage à l'action. La Gen Z africaine ou la Gen Z sur d'autres continents, ça aussi, Flora, c'est un phénomène que vous voyez monter. Il y a ces fameux rôles modèles aussi de l'autre côté, ou en tout cas hors des frontières de l'Hexagone, et on l'imagine. Je crois qu'il y a une capacité qui est globale, bien sûr, à déconstruire les informations. C'est-à-dire que nous, quand déjà on était à l'école, on nous apprenait par exemple des faits historiques. En France, on parle de décolonisation à l'école, ça dure 2 cours. On traite ça en 2 heures, alors qu'on voit en parallèle sur les réseaux sociaux tout l'impact que ça a pu avoir sur notre pays, sur le monde entier. Et donc, on a une capacité un peu à déconstruire en temps réel. C'est qu'en fait, on nous donne des informations qui sont très factuelles. Et en fait, derrière, il manque un peu le pourquoi du comment des informations qu'on nous donne. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on est à l'école, on a tous la capacité d'être un fact-checker immédiat. Et ça, dans le monde entier. Et comme ce qu'on disait en début d'émission, on a tous accès à un savoir qui est infini. Donc après, est-ce que chaque jeune s'en saisit ? Je pense pas, je sais pas. Mais en tout cas, les capacités, elles sont infinies. Et par contre, on n'est pas du tout accompagné dans cet accès à une information infinie. Et c'est ce qui donne tout ce qui est complotisme, fausse information et forcément radicalisation aussi d'une partie de la jeunesse. Puisque ces nouveaux pouvoirs, ils agissent contre les discriminations, mais ils agissent aussi, c'est en fait la même chose quand on parle de terrorisme, c'est les mêmes mécanismes. Donc ils œuvrent pour le meilleur, l'entrepreneuriat, la création de valeurs, et comme pour le pire. Cette génération qui veut le feu ou rien, cette génération qui veut changer le monde, on continue à en parler et surtout, on passe à l'action avec elle tout de suite. Et justement, on le disait juste avant d'écouter la chronique de Guillaume Gralet dans cette émission, l'ère des crises, ça y est, on y est entré évidemment de plein pied, de façon peut-être un peu complexe dès 2020 et les premières crises Covid. Mais ces jeunes-là, ils attendent quoi du 21e siècle ? Comment est-ce qu'ils ont envie de le façonner, Florent ? Alors c'est sûr que si on parle que des crises, on peut arrêter l'émission, partir, boire un café, et puis voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, évidemment. Elles sont réelles. Alors ce qu'attend la génération de ce 21e siècle, c'est que les choses bougent enfin. C'est que les choses, qu'on comprenne à quel point il faut changer de paradigme, de système. Comment est-ce que notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport au vivant doit évoluer aussi, et que chacun et chacune doivent en prendre la pleine mesure. On parle beaucoup des politiques, des institutions, mais on peut aussi parler des entreprises, des médias, des célébrités, de la culture pop de façon plus large. À quel point tous ces sujets-là doivent s'infiltrer partout pour être une porte d'entrée un peu mainstream et grand public,
mais à quel point, Flora le disait tout à l'heure sur Internet, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'avoir de la pédagogie, d'avoir des informations, d'avoir un autre regard sur toutes les informations qu'on reçoit, et qui sont nombreuses, qui sont franchement alarmantes, parfois angoissantes et anxiogènes, et pour lesquelles on a besoin de comprendre ce qui se passe pour pouvoir agir au mieux. Oui, on parlait de l'éco-anxiété tout à l'heure, qui est un véritable phénomène auprès des ados aujourd'hui, et pas que. Ça veut dire quoi, Flora? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, ils se réfèrent plus forcément à l'école, qui pouvait sembler être un endroit rassurant, être là aussi, finalement, un cocon pour pouvoir mieux appréhender le monde, et ils vont le découvrir par eux-mêmes, et la réalité qu'ils découvrent, parfois, n'est pas forcément celle à laquelle ils s'attendaient. Je crois pas que l'école soit un lieu rassurant quand on voit à quel point les programmes sont inadaptés à nos besoins, et quand on voit aussi le modèle d'éducation très traditionnel, descendant, le professeur qui a la science infuse, qui livre un enseignement à une classe, surtout qu'en France, dans les écoles publiques, on est parfois au lycée 40, 45 par classe, au lieu d'être... moins de 30. Donc je pense pas que ce soit un lieu rassurant. Je pense que ça renforce, en fait, de manière générale, ce qui est pénible, c'est le besoin, enfin le souhait profond, je pense, c'est le besoin de cohérence. Et je pense que c'est cette incohérence qui crée de l'éco-anxiété, qui crée, en fait, quand on commence à se renseigner sur les questions climatiques, on accède petit à petit à des savoirs, de plus en plus de savoirs. On peut rentrer parfois dans des savoirs très techniques, puisque évidemment on parle d'un sujet scientifique qui a une dimension très technique. Et en fait, plus on avance, plus on découvre que tout est incohérent. Par exemple, voilà, j'ai un smartphone dans la main, j'en possède un, c'est une incohérence de ma part. Parce qu'à l'intérieur, il y a des métaux très polluants qui ont été extraits dans des conditions très précaires pour les personnes qui ont travaillé dans les mines. Donc, en fait, et c'est l'exemple que j'avais sous les yeux, mais je peux vous en donner plein. On rentre dans un supermarché, tout est incohérent. On marche dans une ville bétonnée, un environnement mort, alors qu'on parle toute la journée d'économie du vivant, et enfin dans ces questions-là de transition écologique. Donc en fait, c'est cette incohérence qui est pénible, et je pense que elle est moins flagrante pour les générations d'au-dessus. Quand je reviens sur de la politique, quand on entend le candidat communiste qui dit oh ça va, c'est pas parce qu'on est écolo qu'on peut pas manger un bon steak. Et ben moi ça me choque. Alors que il y a des générations qui disent ah il est formidable celui-là, il arrive à trouver une écologie cohérente à leurs yeux. Donc je pense qu'on n'a pas la même définition de la cohérence, parce que en fait l'impact carbone d'un steak il est énorme. Donc le meilleur moyen de réduire son impact carbone, c'est d'arrêter de manger un steak. Là on a l'impression que la cohérence, en l'occurrence, c'est la définie par le moins de pénibilité possible dans son acte ou dans son engagement écologiste. Et c'est exactement ça, j'ai l'impression, la définition de certaines générations. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des clivages générationnels. Et on le voit encore sur les médias, quand il y a encore des blagues sur il va faire chaud, au moins il fera beau en Bretagne. On l'entend encore, ça. Et c'est d'une incohérence folle. Donc je pense que c'est ça qui tend à ce point les jeunes, et c'est cette zone de tension qui est très pénible. Florent, est-ce que l'école, là aussi j'y reviens, parce que évidemment dans l'école du futur on est aussi attaché à la façon dont on peut raccrocher toutes ces thématiques avec la façon dont on peut orienter un parcours justement pédagogique. L'école, les enseignants, les enseignantes, ils peuvent faire partie aujourd'hui de cette façon de redonner de la cohérence à ces phénomènes? Bien sûr, et ce sont ces professeurs, ces enseignants, ce sont aussi des parents, des frères, des sœurs, ce sont des gens qui pour certains sont jeunes aussi, donc oui, ils peuvent y participer. Et je crois que moi j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une ONG environnementale, la Fondation Good Planet, qui fait un travail formidable sur la sensibilisation des jeunes publics. Des ateliers, des contenus, un lieu dédié à l'écologie dans le bois de Boulogne qui est qui est gratuit, qui est incroyable. Donc oui, il y a beaucoup de professeurs qui viennent toujours dans cette structure pour être nourris en contenu, comprendre comment est-ce qu'ils peuvent aborder ces sujets avec des jeunes, des tout petits qui à 4 ans viennent vous expliquer qu'il faut recycler parce qu'il y a trop de plastique dans les océans. C'est quand même un niveau de responsabilité pour un enfant de 4 ans qui est quand même... qui est quand même grand, je veux dire. En tout cas, moi, je n'avais pas ces connaissances-là à 4 ans. Donc, voilà. Et pour rebondir sur le sujet de tout à l'heure, je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur le renoncement. C'est à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer aujourd'hui pour pouvoir vivre dans un monde qui soit meilleur pour chacun et chacune et pour les générations futures. On ne va pas reparler du rapport du GIEC parce que... Bon, on pourrait d'ailleurs, parce que très peu de médias en ont parlé. Finalement, il a été peu médiatisé dans une semaine où l'actualité était très exigeante. Exactement. Mais en tout cas, les rapports du GIEC, par exemple, toutes ces alertes qu'on reçoit depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis que l'écologie politique existe depuis les années 70, n'ont pas été entendues.
on en paye les conséquences aujourd'hui. On sait qu'on n'arrivera pas à vivre dans un monde qui ne dépassera pas les 2 degrés. On sait qu'on est sur une trajectoire à 3 degrés. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment est-ce qu'on se prépare au monde qui nous attend demain? C'est vraiment ça la question à se poser. Et moi, dans chaque crise, il y a des opportunités. La crise du Covid nous a quand même permis à beaucoup, notamment notre génération, de se rendre compte qu'on ne voulait pas travailler dans les grandes entreprises, qu'on voulait avoir des vies qui nous ressemblent, où on n'attend pas d'être à la retraite pour aspirer au bonheur. Et donc, dans chaque crise, il y a des opportunités. Quand, dans le rapport du GIEC, il est écrit noir sur blanc que 35 à 50% des villes côtières et des plages du monde auront disparu en 2050. On fait quoi? Enfin, venez, on 2050, c'est littéralement demain. Mais venez, voilà. Mais donc, il y a aussi des opportunités, parce que ça signifie aussi qu'il y a des populations à déplacer, qu'il y a des zones, rurales à exploiter, à aménager. En fait, je dis ça de manière très naïve et premier degré. Quand on lit cette phrase, qui fait quoi là-dessus? Comment on la prend? Comment saisir ces opportunités? C'est pas devenu un thème de la présidentielle, en tout cas. Alors que c'est concret, le GIEC, il faut quand même le rappeler, c'est les meilleurs scientifiques du monde entier. Il y a un côté vraiment Don't Look Up, j'imagine que vous avez vu ce film, qui le montre bien. Il y a un moment... il y a un autre paradoxe quand on parle de remise en cohérence, c'est que les personnes qu'on nomme parfois maladroitement peut-être des boomers, qui sont très présents dans le débat politico-médiatique et qui aspirent à une vision du monde cartésienne, scientifique, rationnelle et qui critiquent parfois l'irrationalisme de certaines ou certains, sont ceux qui font un déni scientifique aujourd'hui. Et donc, la remise en cohérence, c'est celle-ci aussi. C'est qu'on parle... En fait, les jeunes, on leur dit qu'ils parlent fort, qu'ils crient dans les manifs, qu'ils s'angoissent, que c'est de l'anxiété. Non, à un moment, le GIEC, c'est des scientifiques qui sont, pour une part d'entre eux, prix Nobel, qui nous alertent sur des sujets et qui donnent parfois des informations. Alors, parfois, elles sont scientifiques et très compliquées. Moi, j'arrive pas à toutes les comprendre. Parfois, elles sont très simples et écrites noir sur blanc. Et alors, même là... elles sont remises en question. Il y a un grand déni autour d'elles. Donc, moi, je demande aux personnes dites rationnelles d'être rationnelles, d'être en cohérence. 2 questions justement par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut réaligner les générations? Les cris, pas seulement du cœur qu'on entend de cette Gen Z dans les manifestations, sur les réseaux sociaux, le fait de se dire que oui, il faut se saisir de ces questions ici et maintenant, sinon c'est foutu pour la suite. Comment est-ce que les générations précédentes l'entendent? Visiblement pas toujours de la même oreille ou pas toujours très bien. En tout cas, comment est-ce qu'on redonne de la lisibilité à tout ça? Je pense que la première chose pour moi qui me semble importante, c'est de nous donner de la place. Aujourd'hui, on se sent représenté et on est représenté nulle part, que ce soit dans nos institutions, que ce soit à travers les instances démocratiques, sur les plateaux télé. Quand on parle de la jeunesse avec des personnes qui ont plus de 50 ans, des hommes blancs, hétéros, cis, valides, bourgeois, sur des plateaux télé, et qu'en fait, il n'y a aucun jeune et qu'on est là en train de débattre de la jeunesse, il y a quand même un problème. Et ça, c'est à longueur de journée, à longueur de temps, constamment sur les médias et des médias mainstream. Donc, laissez-nous la place. Laissez-nous les endroits pour nous exprimer, laissez-nous être représentés. Moi, je suis hyper heureux quand je vois des jeunes qui se présentent aux législatives, par exemple. Je pense à Kevin Vacher à Marseille, par exemple, qui va le faire, qui a lancé sa campagne, parce que c'est une manière aussi de porter nos voix, de porter notre parole et des revendications qui sont propres à notre génération, mais qui concernent tout le monde, finalement, dans des instances dans lesquelles on n'est jamais présent, jamais visible. Et ça pose aussi la question de l'obsolescence de nos instances démocratiques et de nos outils démocratiques. Non, absolument. Et justement aussi, l'autre question qui se pose, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire société dans ce chaos protéiforme? Est-ce qu'il faut aller vers la rédaction d'un nouveau contrat social, un contrat social 4.0 ? Moi, c'est le thème de mon livre « Ma génération va changer le monde ». C'est de se dire que notre contrat social, il est basé sur le contrat est vicié. Parce que, par exemple, quand on apprend la devise « liberté, égalité, fraternité », on voit que c'est faux, c'est pas mis en application. Et même quand on apprend factuellement à comprendre nos institutions, on n'apprend pas vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Elles existent comme elles sont.
Et en fait, si on apprenait ça, on aurait beaucoup plus envie de les remettre en question. Moi, ce que je dis, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Blablabla, mon podcast, c'est qu'on ne peut pas non plus tout attendre. Pendant longtemps, on pensait que la fracture entre les jeunes et la politique, c'était un problème de communication politique. Donc, on a mis les politiques sur YouTube, on leur a fait créer des comptes Twitter, etc. Moi, je faisais de la communication politique à ce moment-là. Et c'est les outils qu'on choisissait en se disant, quand on sera sur les outils des jeunes, alors on communiquera et on réparera le trou noir. Mais sauf que ce n'est pas qu'une question d'usage. Mais c'est pas qu'une question d'usage. Et moi, j'ai fait l'expérience moi-même et j'ai compris que le problème était malheureusement beaucoup plus profond. Si c'était seulement un problème de communication, quand notre président va avec McFly et Carlito, on réglerait une partie du problème. C'est pas le cas, malheureusement. Et donc, du coup, la question, c'est où est le problème, quel est le problème? Et effectivement, on en parlait en début d'émission, il y a une psy un jour qui m'a dit, aujourd'hui, les psys, on considère que la crise d'ado, elle dure de 18 à 30 ans. Et donc, c'est vrai qu'on a changé aussi, et il y a une responsabilité qui est la nôtre. Et moi, je vois ça autour de moi tout le temps. On me dit, oh là là, tu t'intéresses tellement à des sujets d'adultes. On me dit ça, je dis, mais t'as 28 ans, t'es un adulte, en fait. Tu vois. C'est ça, en fait, théoriquement. Et dans les générations d'au-dessus, à 28 ans, on avait déjà parfois des enfants. Enfin, voilà, on était déjà établis. Nous, les gens freelance, ils n'ont même pas eu encore un CDI. Et d'ailleurs, ils n'en cherchent même pas. Voilà, ils préfèrent partir en voyage la moitié de l'année. Voilà, et évidemment, je parle d'une partie de cette génération et elle est diverse. Et je me fais critiquer, donc je préfère poser le cadre. On commence à préparer cet argument, on ne sait jamais. Et être précise. Mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité de notre génération qui est maintenant d'aller prendre le pouvoir. Et moi, je faisais partie de cette génération moi, j'ai pris ma carte dans un parti politique à 15 ans. C'est l'âge légal pour pouvoir y aller. Donc la politique, j'aimais bien ça. Et pourtant, à 22 ans, j'ai pris ma retraite de ma vie politique. Donc c'est que, en fait, ça fait fuir. Aujourd'hui, les partis politiques, ils font fuir les gens normaux. Ils font fuir les gens qui ne sont pas attirés par autre chose que faire changer les choses autour d'eux. Et donc, c'est un gros problème de fond et je ne sais pas trop comment le régler. Parce que d'un côté, je dis aux jeunes de se responsabiliser, mais d'un côté, je me suis déresponsabilisée moi-même. Donc, c'est facile de jeter cohérence, toujours et encore. Non, mais voilà, c'est facile de jeter la pierre. Donc, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, aller dans un parti politique, je ne saurais pas où aller. Je ne me retrouverais pas du tout dans mes interlocuteurs, dans les offres, ça irait pas du tout. Ce qui veut dire qu'il y a quand même... En gros, il y a deux options. Soit on joue le côté caméléon du système, et donc du coup, on continue à aller voter, on continue à s'engager dans les partis politiques traditionnels pour pouvoir les changer de l'intérieur. Soit on est dans la radicalité, on veut le feu ou rien, et on prononce cette rupture parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Je ne sais pas si les choses sont si manichéennes, en tout cas. Ça serait plus simple que ce soit le cas. Mais je pense qu'il faut pouvoir avoir des personnes qui soient radicales, donc qui sont le feu ou rien. C'est-à-dire qui vous disent, moi, c'est ou ça ou rien, parce que ce sont des moyens de pression et des outils de pression qu'on peut avoir aussi pour agir différemment. C'est aussi important qu'on ait des jeunes qui s'engagent en politique, qui puissent être représentés nos paroles, nos voix et nous rendre visibles aussi, qui s'engagent aussi dans les médias, qui s'engagent aussi dans les entreprises, qu'on ait vraiment un panel. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord et c'est pas grave, mais en tout cas qu'on puisse avoir voix au chapitre partout parce que nos voix comptent, c'est indéniable, mais surtout parce que on a trop longtemps été utilisé et fétichisé, je pense, et voire essentialisé. Comme un groupe homogène, comme quelque chose d'uniforme et comme un outil politique, un petit gadget en fait en réalité. Le vote jeune, c'est pas un vote unique, c'est un vote aussi qui est aussi divers, aussi varié que la génération qu'il peut représenter. On a envie de dire quoi finalement à ceux et celles qui vont aller voter, qui sont pas forcément de la génération dont on vient de parler, mais qui vont forcément se rendre aux urnes. Attention. Vous allez engager l'avenir d'un pays pour 5 ans, mais plus que ça. Vous allez engager... il ne faut pas continuer à hypothéquer l'avenir d'une génération qui joue bien après vous. Moi, je suis perdue avec cette élection présidentielle qui sonne comme un renouvellement de contrats tacites. On n'aurait même pas vu ce qui s'est passé. Donc, je trouve ça très difficile comme moment politique. Et moi, j'ai toujours été... à côté de mes engagements, je suis passionnée de politique, j'aime ça, c'est comme pour moi la Coupe du Monde, l'élection présidentielle. Donc c'est un moment que j'adore, je suis les meetings, je regarde même les meetings des candidats que j'aime pas. Mais là, c'est très difficile. Et ce que je trouve le plus difficile, c'est que sans parler d'opinion politique, personne ne parle de sujets
qui sont vraiment urgents et importants. En fait, ils devraient faire, vous connaissez ce truc de management où on met l'urgent, l'important, le non urgent, le non important. Ils sont tous dans la catégorie non urgent, non important. Et je rappelle à ceux qui détestent l'immigration qu'avec les crises écologiques, on risque d'avoir 1 milliard de réfugiés climatiques. Donc si vous voulez détester l'immigration, mais devenez des écolos, quoi. Enfin, moi, il n'y a pas de problème, mais mettez-vous en phase, alignez-vous avec les vrais enjeux du monde. J'ai l'impression de vivre un décalage qui est aussi anxiogène, il faut le dire. Donc moi, sur cette élection présidentielle, je ne sais même pas pour qui, personnellement, je vais voter. Donc donner un conseil à ceux et celles qui vont le faire, tu vas voter. J'ai jamais je me suis jamais abstenue à date, donc je pense que je vais voter, ouais, j'espère. En tout cas, je vais tenir un bureau de vote, parce que ça, c'est un devoir citoyen, et je le fais à chaque fois. Je vous ai dit, je suis passionnée de politique. Citoyenne Gebali, levez-vous. Florent, qu'est-ce que vous avez envie de dire si toutefois je vous nomme porte-parole de cette Gen Z, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux et celles qui vont s'engager pour eux? Parce qu'en fait, c'est ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de se dire qu'on va avoir affaire à des électrices et des électeurs qui vont, encore une fois, peut-être hypothéquer l'avenir d'une génération qui leur a rien demandé, pour le coup. Non, je rejoins Flora sur le fait que cette élection, elle est quand même très particulière. Mais en fait, j'ai l'impression que notre génération sait pertinemment, c'est au fond d'elle-même que ça ne changera rien, ce qui est très triste. Oui, c'est un constat qui est extrêmement qui est dans mais parce que finalement, ça revient toutes l'émission et tout ce qu'on vient de dire dans l'émission, c'est-à-dire qu'on n'est pas représenté, il y a peu de personnes qui portent notre parole. On dit ah oui, ma politique jeune, c'est de donner 400 € par mois à des jeunes, et puis ça s'arrête là. C'est pas une politique jeune, ça, en fait, c'est pas un programme. Alors il y a déjà, avant la crise ukrainienne, etc., il y avait déjà un manque d'engouement envers cette élection-là, parce que je crois qu'on est aussi une génération qui se dit bon, ok, on peut voter ou pas voter, c'est notre choix. Le fait de ne pas voter, c'est aussi vu comme un acte de protestation, le vote blanc, l'abstention, etc. Je crois que les jeunes le font beaucoup. Et c'est surtout de se dire en fait, moi, je vais m'engager à côté. Je suis dans un... Bien sûr. Je m'engage... En fait, je suis indifférent en fait à ce qui se passe là, parce que je sais que vous avez de moins en moins de pouvoir pour influer positivement sur ma vie. Donc je vais m'engager, moi je vais agir concrètement, et souvent ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes à échelle locale, à échelle des villes ou de certains quartiers qui s'engagent pour pouvoir une action concrète, des résultats concrets, et une action qui est rapide aussi. Absolument. Mais bien sûr, récemment, il y avait le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Il y avait quand même une vidéo du président de la République, mais qui a été ironisée toute la journée sur les réseaux sociaux par les femmes et tout le monde, et les militantes féministes, etc. Et en fait, il y a un moment, il dit pas un mot pour les associations, alors que, en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on connaît la réalité, et on le voit. Les associations, c'est elles qui portent le travail de la lutte contre les violences faites aux femmes sur le terrain. C'est elles qui ont de l'impact. Et donc aujourd'hui, quand on veut avoir de l'impact sur cette question qui concerne toutes les femmes de notre pays, rappelons-le, on a beaucoup plus intérêt à soutenir ces associations-là financièrement. Moi, je vois plein de jeunes filles qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, mais qui donnent 10 € par mois à une association, qui vont donner une journée par mois à une association, qui vont soutenir sur les réseaux sociaux, qui vont soutenir de plein de manières. On se sent beaucoup plus efficace. Et quand on voit la vidéo du président de la République qui explique qu'il a fait du harcèlement de rue un délit, et que du coup tout est réglé, alors que, faites-moi rire, quand on se fait harceler dans la rue, on va pas dire au harceleur tiens, prends ma main, on va aller au commissariat et je vais porter plainte contre toi, et au commissariat ils ont que ça à faire, en fait. Voilà, donc en fait aujourd'hui on est sur un double niveau de réalité, et je pense que ce niveau est un grand danger. C'est un grand danger démocratique, c'est un grand danger politique, et dans ce double niveau de réalité il y a la place pour tous les risques. Ces risques, ces opportunités, et ce dont se saisit justement cette Gen Z qui veut le feu ou rien, changer le monde, évidemment, on l'a décrypté avec vous. Flora Gebali, évidemment avec vous. Florent Manelli, vos ouvrages pour Flora qui est toujours disponible, ça s'appelle Ma génération va changer le monde. Et le podcast, évidemment, blablabla, qu'on écoute sur toutes les bonnes plateformes. Florent Manelli, Le feu ou rien, je l'ai dit, aux éditions Mango. Merci évidemment à notre boomer préféré, Guillaume Gralet du magazine Le Point, qui est très jeune en fait. Tu ne fais pas partie des cases, tu es hors case et hors label et génération. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux et évidemment demain dans l'École du Futur sur School TV.